Vincent, je vais vous appeler vous aussi. Bonjour André Le Secrouc-Pétry. Emmanuel Macron a annoncé que son ambition était de faire de la France une grande nation écologique. Alors vous avez identifié pour nous quelques ruptures majeures qui pourraient changer la donne. Oui Dimitri, face à l'accélération du changement climatique, on se sent souvent désemparé en se disant que le sujet est trop complexe. Et effectivement, plus on tarde à changer nos modes de vie et à continuer sur une croissance des émissions carbone, l'année dernière on était à plus 6%, plus les ruptures technologiques vont devenir essentielles pour avoir une chance de rester sur une trajectoire de 1,5 ou de 2 degrés d'augmentation. Alors commençons par ce qu'on pourrait faire, les innovations dans le domaine des matériaux. Oui, alors commençons effectivement par les métaux, et notamment le métal le plus léger et qui permet la plus grande densité énergétique, qui est le lithium, utilisé dans les batteries des véhicules électriques notamment. Une rupture majeure serait de recycler 90% du lithium, alors que nous n'en sommes aujourd'hui qu'à 4 ou 5% aujourd'hui. Et c'est très difficile, car c'est à la fois de la chimie, de l'électronique et un sujet énergétique, car c'est très gourmand en énergie. Cela devrait être une priorité, alors que nous faisons face à un mur de besoins que vont être multipliés environ par 5, voire 10 d'ici 2030, donc c'est dans 8 ans. Autres métaux, les terres rares, utilisées essentiellement comme des aimants permanents, notamment dans les éoliennes en mer. On vient de voir certaines éoliennes installées sur notre côte atlantique. Les efforts devraient être poussés notamment sur ce qu'on appelle les supraconducteurs chauds, qui nous rendraient indépendants de ces terres rares, qui sont très sales et dangereuses à produire, et qui sont aujourd'hui à 98% produites en Chine. Donc évitons de passer d'une dépendance au gaz russe aux terres rares chinoises. Alors qu'en est-il des innovations dans le domaine de la production d'énergie ? Là, l'enjeu essentiel, c'est de faire monter la part du renouvelable tout en permettant une stabilité du réseau quand le vent ne souffle pas ou le soleil ne brille pas. C'est tout l'enjeu du nucléaire, mais difficile, on le voit, d'avoir un consensus politique. Les Allemands viennent de refuser, par exemple, de l'inclure dans ce qui est soutenu au niveau européen. Bon, je ne parlerai pas de l'efficacité énergétique qui reste la priorité des priorités. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc l'effort ensuite majeur doit être porté sur le stockage. Et là, l'hydrogène pourrait être déterminante. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 95% de la production d'hydrogène est appelée grise, c'est-à-dire qu'elle émet du CO2. Or, la production d'hydrogène vert, qui n'en émet pas, est aujourd'hui 3 fois plus chère environ que le gris. Donc c'est là que des efforts majeurs doivent être portés sur l'innovation, que ce soit sur les membranes des électrolyseurs, qui comportent par exemple du platine, l'architecture générale, il faut peut-être inventer quelque chose de complètement nouveau, des manières radicalement différentes d'en produire. Et enfin, deuxième sujet sur l'énergie, c'est la fusion nucléaire. C'est une énergie qui est potentiellement 4 à 5 fois plus puissante que les réacteurs d'aujourd'hui, à fission. Il n'y a pas de déchets radioactifs, il n'y a pas d'émissions de CO2, juste de la vapeur d'eau. C'est une réaction qui, par définition, ne peut pas s'emballer. Ça a été longtemps considéré comme l'énergie du siècle prochain. Or, dans les derniers mois... Au XXe siècle, on disait ça. Oui, on disait ça, c'était toujours dans 30 à 50 ans. Or, dans les derniers mois, il y a eu des ruptures majeures qui ont été faites. Simuler le plasma, ce 4e état de la matière qui est à l'intérieur de ces réacteurs de fusion et à l'intérieur du Soleil. Et ça va être fait par l'intelligence artificielle et surtout encore à nouveau les aimants plus compacts et moins coûteux avec ces fameux supraconducteurs chauds. Enfin, on vous appelait à faire le pont entre différentes innovations, différentes politiques, différentes innovations qui pourraient être, donc comme vous dites, systémiques. Oui, 2 exemples pourraient changer la donne. Le premier concerne un vieux rêve de l'humanité, c'est la photosynthèse artificielle. On n'en parle quasiment pas, c'est un processus qui se déroule sous nos yeux, qui permet aux plantes de générer de l'énergie en stockant le carbone et en captant l'énergie solaire reçue. C'est le fruit de millions d'années d'évolution. L'enjeu clé, là, c'est de rendre la captation du carbone à température ambiante, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Autre innovation de système, c'est de lier enfin politique agricole et politique climat. C'est en développant des outils qui permettent de mesurer en temps réel. Et ça, c'est de l'observation spatiale, avec notamment ce qu'on appelle l'hyperspectral, qui permet de voir sur des bandes de fréquences beaucoup plus larges ce qui se passe sur Terre, des capteurs sans fil partout et de l'intelligence artificielle, car on ne pourra pas mettre des capteurs partout et surtout, il faudra traiter un énorme volume de données. En 2 mots, André, vous êtes optimiste ? Oui, je suis résolument optimiste. Alors, il ne faut pas être naïf sur les difficultés. On reviendra dans les chroniques futures sur ces différentes innovations qui restent du domaine de la science, mais sans tomber dans la solution miracle, ni de penser que la technologie va nous dispenser d'efforts majeurs, notamment en termes de sobriété et de changement de mode de vie. C'est un terrain de découverte fabuleux pour nos jeunes chercheurs. C'est peut-être un vrai beau défi pour nos jeunes filles et nos jeunes hommes, bien sûr. Que la force soit avec eux. Merci beaucoup, André Le Secrouc-Pétry, 7h20. C'était l'édito écho avec BNP Paribas.